Report d'échéance et garantie d'emprunt de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les demandes formulées par Air Calédonie. La compagnie, déjà affectée par la crise du Covid-19 et les blocages, s'est retrouvée en plus grande difficulté avec la crise du 13 mai. C'est pourquoi elle a demandé un report d'échéance auprès des banques. Pour rappel, en 2016, elle avait contracté 2 prêts visant à renouveler sa flotte avec 2 avions. Des emprunts dont le pays s'est porté garant. Avec la crise actuelle, les élus du Congrès ont donc accepté ce matin de maintenir la caution de la collectivité à hauteur de 50%, de quoi permettre de reporter les échéances. La durée du prêt passe ainsi à 15 ans et 9 mois. Cet après-midi, à Nouméa, au local du Oui, la délégation de l'Union pour l'indépendance s'est retrouvée pour une conférence de presse. Elle considère que le dialogue est encore possible car le projet d'une pleine souveraineté en partenariat avec la France est le seul projet présenté par l'État comme garant d'une stabilité et d'une paix durable pour le pays. Les membres de la délégation rappellent également que l'État avait formulé sa position en bilatéral dès le début avec toutes les délégations évoquant le concept de souveraineté avec la France. Selon eux, les loyalistes et le Rassemblement ont refusé de s'engager dans la recherche d'un accord afin de présenter leur projet de fédéralisme face à celui proposé par l'État. Il est primordial d'aller chercher un accord politique. Même aujourd'hui, même malgré la séquence de débats, parce que la situation politique, la situation économique, la situation sociale de la Nouvelle-Calédonie nous l'impose. À défaut d'accord politique, entre les délégations, les 6 délégations, unies proposeraient que ce soit les citoyens de Nouvelle-Calédonie qui tranchent à travers du référendum de projet. Que l'État dise quelle est sa vision sur l'avenir du pays. Et donc il l'a fait. Jusqu'ici, aucun ministre ne l'a fait. Lui, il a pris cette décision-là de mettre ce projet sur la table. Donc nous, ça va dans le sens de ce que nous disons nous. Et c'est ensuite à l'État d'apporter toutes les garanties que demandent les non-indépendantistes. C'est la peur qui manifeste, qui dit c'est demain, il y a un pacte entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Ils disent que ça n'empêche pas les responsables calédoniens demain dans l'indépendance de revenir sur le pacte et puis de... Non, mais on ne peut pas revenir, je vous dis, à la France qui est là, puis on a signé un pacte qu'on doit les uns et les autres respecter. Et puis la France sera là dans le cadre de la... Je veux dire, dans le cadre du maintien de l'ordre, si on donne cette compétence à l'État, c'est pour que la France l'exerce ici, en notre nom. Ce mercredi 14 mai, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le sénateur Georges Naturel a interrogé le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, au sujet de la situation en Nouvelle-Calédonie. 3 questions lui ont été posées concernant la suite des discussions en vue d'un accord politique, l'éventuelle organisation des élections provinciales et le corps électoral. Le ministre des Outre-mer a répondu qu'il ne s'avancerait pas, réaffirmant la nécessité de parvenir d'abord à un accord politique. Quelle suite concrète le gouvernement entend-il donner au processus de négociation? Ensuite, à quelle date entendez-vous fixer les prochaines élections provinciales, reportées à 2 fois, reprises dans des conditions exceptionnelles mais désormais attendues comme un repère démocratique indispensable? Enfin, le gouvernement envisage-t-il de déposer préalablement à ce scrutin un projet de loi organique permettant d'ouvrir partiellement le corps électoral provincial, notamment à tous les natifs de Nouvelle-Calédonie et aux petits-enfants des citoyens calédoniens afin de rendre plus démocratiques les prochaines élections provinciales. Il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de maintenir la paix, mais de reconstruire un pacte de confiance entre Calédoniens. La République est attendue, pas comme un arbitre lointain, mais comme un garant actif d'un avenir partagé. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Bien que la situation économique et sociale demeure extrêmement compliquée, je l'ai dit il y a un instant au sénateur Temal, un nouveau report des élections apparaît en effet, en l'absence d'accord, difficile politiquement et juridiquement. Mais j'ai bon espoir que les discussions se poursuivent, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut un accord. L'accord est indispensable. C'est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix, et je sais pouvoir compter sur votre sens de la mesure et de l'intérêt général. Ainsi,
Je ne veux pas m'avancer tout de suite, ni sur une date d'organisation des élections, ni sur la question du corps électoral. Je considère que nous avons encore un peu de temps pour permettre le rapprochement des points de vue. Mais je veux dire clairement les choses. Comme on ne peut pas faire un référendum sans les Kanaks, on ne peut pas faire une réforme du corps électoral contre les Kanaks. Et fort de cette maxime, je vous invite à réfléchir et à participer, et vous le ferez, je le sais, cher Georges Naturel, à toute solution qui permet d'avancer vers un compromis. Un an après le 13 mai, la situation reste compliquée à Rivière-Salée, un des quartiers les plus touchés par la crise insurrectionnelle. Aujourd'hui, un fort sentiment d'insécurité y règne, un sentiment ressenti par le personnel du lycée Petro-Atiti. Ce matin, professeurs, surveillants, infirmières ou encore secrétaires ont décidé de faire un débrayage devant le lycée, mais aussi devant l'école Morissette de Vambèze, où une partie des élèves est accueillie. Parmi eux, il y a Jackie, professeur dans l'établissement depuis plus de 20 ans. On a la peur au ventre quand on vient au travail et je pense que les élèves également aussi ont des appréhensions à venir à l'école. Pour moi, c'est la première fois que je viens au travail et j'appréhende d'arriver sur le site de Vambèze. C'est des situations qui nous font poser des questions sur notre travail. Et puis effectivement, est-ce que j'ai envie de revenir travailler encore dans ces conditions-là? Et je vous avoue que je suis quand même attaché à Petro-Atiti parce qu'on a quand même vécu aussi des bons moments. Un attachement qui ne suffit plus. Jackie et ses collègues demandent à avoir de la sécurité pour eux, mais aussi pour les élèves. Ce climat devient anxiogène, c'est-à-dire qu'ils ne savent jamais au jour le jour ce qui va se passer. Les élèves, quand ils doivent se déplacer de l'école de Vambèze au lycée Petro-Atiti ou inversement, eux aussi se font agresser sur le trajet parce qu'ils sont seuls, ils ne peuvent pas être accompagnés. Il n'y a pas assez de personnel de surveillance. Là, les collègues nous disaient maintenant, dès qu'ils arrivent dans le quartier de Rivière-Salée, tout de suite, le premier réflexe, c'est de lever les vitres et de fermer à clé leur voiture avant d'arriver. C'est-à-dire que sur le trajet, pour être sûr de ne pas risquer de se faire carjacker la voiture ou de se faire voler le sac dans la voiture, etc. Et là, entre les carjacking depuis le début de l'année, il y a eu quand même 4 tentatives de carjacking, entre des enseignants qui se font agresser, des personnels qui se font agresser, entre des élèves qui se font agresser, et là, la goutte d'eau qui a débordé le vase, ça a été le vol en plein cours du sac à main d'une enseignante pendant son cours par quelqu'un qui est extérieur à l'établissement, qui est rentré cagoulé et qui a volé le sac dans la salle de classe. Il faut que les choses s'arrêtent. Lourdement touchée lors de la crise du 13 mai, une partie du lycée Petro-Atiti a été fermée, ce qui explique pourquoi des cours ont lieu au sein des ateliers de l'établissement et qu'une autre partie se déroule à l'école Morissette de Vambèze. Élèves et enseignants se déplacent entre les deux à pied, une situation qui devrait changer au mois de juin. Les enseignants ne se sentent plus en sécurité et les élèves non plus. Donc on savait que Morissette de Vambèze c'était aussi une solution transitoire et on a travaillé avec la province sud pour pouvoir déménager après les vacances de juin pour amener nos élèves et notre personnel sur un site beaucoup plus sûr qui est la partie, alors il y a une partie qui a été épargnée pendant les émeutes au collège de Rivière-Salée et on va pouvoir s'y installer grâce à partenariat avec la province sud après les vacances de juin. Justement, on n'aura plus qu'à traverser la route pour se rapprocher des ateliers techniques, alors qu'en ce moment, nos élèves et nos personnels doivent marcher jusqu'au lycée. Et là, on va pouvoir mettre nos équipes dans un climat beaucoup plus sécurisé. Selon la membre du gouvernement, cette solution devrait durer jusqu'en 2027, en attendant la fin du chantier de reconstruction du lycée Petro-Atiti. Liste des courses en main, Solène, Larison, Roxane et Charline sont à la recherche des ingrédients pour préparer leur repas à leur table d'hôte. Tous les cadres sont bénéficiaires d'HandiJob Koumak, une antenne de l'association basée ici au village depuis 2023. Cette dernière a vocation de travailler sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap intellectuel. Mathieu, leur éducateur spécialisé, les encadre dans cette sortie. On est plus sur du repérage des produits, comparer les tarifs. C'est l'occasion aussi de pouvoir faire en sorte que nos bénéficiaires viennent faire comme tout le monde les courses dans un magasin et travailler sur le savoir-être en société aussi. C'est la deuxième fois que la table d'hôte HandiJob propose un repas. Nous retrouvons les bénéficiaires au complet ici au local de l'antenne. Il est 9h et une équipe est déjà au fourneau. Alors là, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Du chow mein. De quel ingrédient tu
tu as besoin? Poulet des pâtes qu'on va mélanger après. Et des légumes? Et des légumes. Solène, quant à elle, s'occupe du dessert et de l'entrée. C'est bien. C'est quoi que tu aimes faire? La cuisine. J'aime bien apprendre des choses. Les jeunes peuvent compter sur les conseils et les encouragements de Nathalie, la cuisinière. C'est important pour eux. Ça veut dire qu'on s'intéresse à ce qu'ils font et que ce qu'ils font, c'est, comment on appelle ça, c'est valorisant pour eux. 11h, le repas est prêt. L'équipe du service a dressé la table. Les premiers clients arrivent. Aujourd'hui, 12 couverts vont être servis. Le but d'une table d'hôtes, c'est pas de faire de nos bénéficiaires des restaurateurs, donc pas des cuisiniers ni des serveurs. Et nous, on est sur de l'inclusion professionnelle. Donc pour nous, c'est un moyen, c'est un outil de pouvoir travailler certaines choses avec eux. En fait. C'est une manière de pouvoir les mettre en situation. C'est un repas simple, mais préparé avec amour et servi avec amour. J'ai remarqué que ces jeunes personnes s'impliquent vraiment dans le service. Voilà, c'est très convivial et le repas était parfait. Un succès pour cette deuxième édition. Une partie de la recette gagnée sera reversée aux bénéficiaires et l'autre à l'association. La prochaine table d'hôtes se tiendra dans un mois.